Eh bien, bonsoir à tous. Je crois que nous sommes en ligne, nous sommes en direct, donc ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission donc, sur Salamandre TV. Ce soir, une émission très spéciale puisqu'on a la chance de recevoir donc le physicien Philippe Guillemant. Philippe Guillemant, donc ingénieur physicien au CNRS, qui vient de publier donc son deuxième livre auquel j'ai eu le plaisir de collaborer, donc qui s'appelle La physique de la conscience, que je montre ici et dont nous allons parler ce soir. Alors, comme je suis co-auteur du livre, effectivement, on va se tutoyer. Hein, j'espère que ça ne choquera personne. Philippe a commis un premier livre qui s'appelait La route du temps, comme vous le savez, qui a eu un franc succès. Ça, c'est la première édition. Et donc, son deuxième livre, ça s'appelle La physique de la conscience, auquel j'ai eu le plaisir de contribuer. Donc, hein, j'ai apporté une contribution essentiellement sur la forme, sur le style, bien sûr, puisqu'il s'agit des idées de Philippe. Donc, on rappelle le parcours de Philippe. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Jocelyn. Bonsoir à tous. Bon, alors, on rappelle que tu es ingénieur physicien donc au CNRS, que tu as un parcours tout à fait académique, disons, hein, tout à fait classique, après des études donc à l'école centrale de Paris notamment, que tu as que tu es chercheur, donc ingénieur physicien, mais aussi inventeur, que tu as créé ce qu'on appelle des spin-offs, des sociétés à partir de découvertes scientifiques, que tu as également eu des récompenses du CNRS, notamment un cristal, pour des innovations technologiques tout à fait majeures. Hein, donc, c'est tout à fait intéressant pour nous et pour les internautes, je pense, de savoir que tu as ce parcours académique, que tu as cette crédibilité avant tout, parce que dans ce livre, donc La physique de la conscience, tu abordes des thématiques qui sont extrêmement iconoclastes et disons très audacieuses, hein, puisque tu parles de l'âme, de l'esprit et du soi, et tu proposes un modèle de l'espace-temps également qui est révolutionnaire, on peut dire, puisque tu remets en cause la vision un peu classique de l'espace-temps qu'on a depuis Einstein. Il y a des implications également, enfin, tu le remets en cause, en tout cas, tu apportes des compléments, hein, et il est également question de physique quantique. En tout cas, tu vas nous expliquer tout ça au cours de cette soirée. Donc, grâce à ton parcours, justement, on peut dire que tu es particulièrement bien armé, finalement, pour proposer une nouvelle approche de la physique, et en particulier, donc, une approche qui permette d'inclure le concept de conscience, la notion même de conscience, dans un modèle physique de l'espace-temps. Pourquoi est-ce que tu es particulièrement bien armé pour ça? Oui. Alors, il y a plusieurs aspects. Euh, il y a le fait que, en fait, durant ma carrière, au début de ma carrière, j'ai passé une grande partie de mon temps à faire à numériser, faire ce qu'on appelle du numérique, c'est-à-dire à transformer les équations de la physique en algorithmes, de manière à réaliser des modèles qui permettaient de simuler la réalité. Alors ça va du calcul d'épicentre de tremblement de terre jusqu'au calcul de température, lorsqu'il y a du rayonnement partout dans une enceinte, jusqu'au traitement de l'activité cérébrale électroencéphalographique. Ah oui, alors un algorithme, c'est une méthode de calcul informatique qui est résumée sous la forme d'un dessin. L'originalité de mon expérience, c'est que en fait, je suis passé de la physique des équations à la physique des algorithmes lorsque j'ai démarré l'intelligence artificielle, lorsque j'ai été amené à réaliser des systèmes de vision artificielle qui sont capables d'apprendre tout seuls. Je ne vais pas rentrer dans le détail, enfin disons que lorsque j'ai appris à réaliser de véritables cerveaux électroniques, cerveaux informatiques, c'est la raison pour laquelle j'ai été primé, hein, c'est la raison pour laquelle j'ai reçu plusieurs distinctions. Au départ, j'essayais de faire ça avec des équations. Par exemple, quand on fait du traitement d'image, on utilise des filtres et les transformer de Fourier, transformer par ondelettes, etc. Et ça ne marchait pas bien. Je n'étais pas satisfait. Et c'est là-dessus que j'ai été inventeur. Mon caractère innovant, c'est qu'en fait, j'ai trouvé des méthodes de réalisation d'algorithmes très intelligents, beaucoup plus puissants que ce qu'on peut faire avec les équations, sans les équations, mais en partant directement de la géométrie. Et c'est cette expérience qui consiste à réaliser des algorithmes très intelligents
uniquement à partir de la géométrie et sans passer par les équations, qui m'a ouvert l'esprit sur la possibilité d'étendre ça à des problèmes bien plus complexes et notamment à l'espace-temps. Et c'est la raison pour laquelle je suis totalement décomplexé, je répète, je suis totalement décomplexé par rapport aux physiciens actuels, aussi illustres soient-ils, parce que j'ai appris à pratiquer une certaine forme de physique qui n'utilise pas des équations, mais qui utilise des algorithmes et qui sont beaucoup plus performants que si on s'acharne à utiliser des équations. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que on décrit de plus en plus l'univers en termes d'univers d'information, et que même des physiciens illustres proposent même que l'univers puisse fonctionner comme un grand calculateur, donc à l'aide d'algorithmes. Et effectivement, moi je suis tout à fait là-dedans. Je pense qu'on peut faire dériver les équations des algorithmes. Ils peuvent arriver en second et non pas en premier. Donc voilà, ça c'est le premier aspect qui fait que... Mais la réciproque n'est pas vraie. La réciproque n'est absolument pas vraie. Non, la réciproque n'est absolument pas vraie. Et le problème, c'est que les équations, ça aboutit à un formatage terrible. Hein. Il y a chacun son école, etc. Et bon, enfin, je vais pas non plus dénigrer les collègues. Alors, ouais. Voilà. Et le deuxième aspect, c'est qu'en développant des cerveaux, donc des réseaux de neurones essentiellement à l'aide de différentes méthodes, j'ai pris conscience de certaines choses qui m'ont amené aux problématiques de la conscience, et notamment que par exemple la mémoire, elle n'est pas incluse dans un cerveau. Enfin, moi, le cerveau que j'ai développé, la mémoire n'était pas dedans, elle était à l'extérieur. Le cerveau ne fait que contenir de la mémoire distribuée, c'est-à-dire de la mémoire non locale. C'est-à-dire qu'en chaque point d'un cerveau, il y a la trace de de n'importe quelle mémoire. C'est la notion holographique qui revient d'ailleurs. Hein. Et donc, et ce sont des choses qui sont revenues plus tard, des connaissances qu'on a aujourd'hui maintenant sur le cerveau, et qui donc, voilà. Ensuite, bon, et s'il faut aller chercher dans la physique maintenant les raisons pour lesquelles il est naturel de considérer que la conscience est effectivement à l'extérieur du cerveau. Quand je dis à l'extérieur du cerveau, c'est à l'extérieur du cerveau matériel, c'est-à-dire quadridimensionnel. En réalité, on peut concevoir la conscience, enfin, ou plus exactement l'âme, comme une extension décadimensionnelle du cerveau, c'est-à-dire que l'âme serait une extension du cerveau dans les 6 degrés de liberté vibratoire supplémentaires de l'espace. D'accord. On rajoute 6 degrés de liberté dans le vide quantique pour définir ce que j'appelle l'âme. L'âme, ça va être le véhicule immatériel de la conscience. Nous avons un véhicule matériel pour notre conscience. Nous avions oublié qu'il y a aussi un véhicule immatériel qui est contenu dans le vide quantique et qui, lui, a 6 dimensions vibratoires. D'accord. C'est ce véhicule qui est un véhicule qui détermine la forme. Il a une forme de la conscience que j'appelle l'âme. D'accord ? Et comme tout ceci permet de déterminer l'espace-temps avec la conscience, enfin, on introduit la conscience de manière physique dans l'espace-temps. Donc, alors là, Philippe, comment est-ce qu'on met en œuvre ce modèle? Comment est-ce qu'on l'utilise de manière concrète? Comment est-ce qu'on fait intervenir son libre arbitre et ses intentions à partir de ce modèle-là? Alors, nous sommes dans une forme d'évolution dans laquelle notre conscience se trouve au 2e étage, c'est-à-dire ce que j'appelle l'étage du moi. C'est-à-dire que nous ne ressentons pas la conscience qui existe à l'intérieur de nos organes, ou très peu, et nous ne ressentons pas la conscience qui est vraiment nous-mêmes et que j'appelle le soi, ce qui n'empêche pas au soi d'avoir une conscience indépendante. À partir de là, comme je considère que l'espace-temps évolue grâce à l'influence de toutes les consciences, c'est-à-dire toutes les âmes contribuent à façonner l'espace-temps. Toute la vie animale, la vie végétale, la vie humaine, etc. contribuent à façonner l'espace-temps. Nous sommes les maçons de l'espace-temps. On peut parler de co-création à ce stade-là ? L'espace-temps est une co-création de toutes les âmes qui s'y trouvent.
Et donc, pour organiser ça de manière informatique, numérique, rationnelle, pour que ça puisse entrer en physique, pour pouvoir faire entrer en physique le champ des problématiques de la conscience, pour pouvoir commencer à faire des calculs, j'utilise très naturellement un réseau de neurones qui a une structure hiérarchique et j'assimile l'espace-temps complet à un cerveau. Et disons que si j'avais besoin de simuler l'espace-temps, un mini espace-temps, un modèle hyper réduit de l'espace-temps pour démontrer ma théorie, j'utiliserais un réseau de neurones comme j'ai appris à le faire, et c'est-à-dire plusieurs couches. Et là, on retrouve encore cette notion de couche qu'on amène déjà pour une autre raison extrêmement logique. Là, de manière indépendante, je retombe sur la notion de couche. Notre cerveau n'est-il pas fait de 7 couches de neurones? Notre cerveau est fait de 6 ou 7 couches En de effet. neurones. Hein, voilà. Donc, on peut considérer que notre identité véritable, à ce moment-là, n'est pas notre conscience. Notre conscience, ce n'est juste qu'un point du réseau. Mon identité, elle se trouve dans mon anima, dans mon moi, dans mon soi, dans mon esprit, et simplement dans cette vie incarnée, lâchons le mot, sur Terre, ma conscience, elle est dans mon moi. Allons-y, on va pas faire toute l'introduction qui permet d'y aller. Est-ce qu'on meurt? Ben non, puisque quand on meurt, on ne supprime pas la partie quanto-gravitationnelle. On supprime uniquement notre partie matérielle. Pourquoi? Parce que cette partie quanto-gravitationnelle, elle se trouve hors espace-temps. Elle n'est pas dans l'espace, elle n'est pas dans la matière. Donc la conscience se poursuit après la mort, pour faire très simple. Hein. Donc la conscience, puisqu'on la définit comme étant dans le vide quantique, elle se poursuit après la mort, puisque la mort n'a absolument aucun effet sur elle, puisqu'elle n'est pas dans le temps. Elle n'est pas dans le temps, même le moi n'est pas dans le temps, et les expériences de mort imminente en témoignent de leur sensation, bouleversement de leur sensation du temps. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'ils ressentent pas, c'est pas qu'ils ressentent. Ils ressentent que leur sensation du temps est complètement modifiée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de temps comme si tout était gelé, puisqu'il y a un temps réel, qui est le temps de la conscience, hein, qui est l'éternité. Voilà. Donc quand on meurt, on ne meurt pas. Il n'y a strictement aucune raison de mourir. Et là, la question est de savoir après si on reste à l'étage où on se trouve, c'est-à-dire à l'étage. Comme là, il y a deux parties là, mais il y a deux parties. Quand on meurt, donc le moi se détache de l'anima, et comme il est complètement détaché de l'anima, et ben il va vers le soi, et il va fusionner vers le soi. Il va fusionner avec le soi. C'est-à-dire, il va se retrouver lui-même. Et les personnes qui vivent des expériences de mort imminente ne meurent pas. En fait, elles sont demi-mortes parce qu'elles sont contraintes à rester dans la couche du moi parce elles ont conservé un lien avec leur corps. Et d'ailleurs, lorsqu'elles passent le tunnel, on leur dit, ou elles le ressentent, qu'elles ne peuvent pas passer la lumière, sinon c'est le point de non-retour. Le tunnel, ce n'est rien d'autre qu'un trou de verre entre deux espaces-temps de densité différente. Lorsqu'on passe d'un espace-temps à un espace-temps emboîté qui a une densité très très inférieure, c'est comme si on sortait de l'espace-temps, et pour sortir de l'espace-temps, on a le droit, il faut utiliser un trou de verre. Quand on meurt, la conscience quitte le corps, on passe par un premier trou de verre, on se retrouve dans la couche du moi, et on meurt définitivement si jamais on passe par le deuxième trou de verre qui, lui, est entre la couche du moi et la couche du soi. C'est la lumière. La lumière au bout du tunnel, c'est le soi. Est-ce que cette notion de temps, de temps réel, ça peut correspondre à l'idée d'un éternel présent pour toi? Absolument, c'est identique à ce qu'on appelle l'éternel présent. Elle nous dit, de part de la distinction que faisait Leibniz entre virtuel et actuel, ça rejoint ta proposition, le fait que le futur peut changer à partir de plusieurs possibilités qui sont déjà données virtuellement, hein, mais une seule de ces possibilités s'actualise au sens devient réel, hein, donc effectivement c'est la même idée. Hein. Comment est-ce que tu définis la conscience? Alors avec quel mot, quel terme tu vas utiliser pour donner une définition de la conscience? Alors je précise qu'il y en a une dans le livre, dans le glossaire,
qu'on peut retrouver donc dans la physique de la conscience. Je dirais que moi, je fais une définition, je donne une définition qui n'est pas forcément complète. Je donne une définition opérationnelle ou fonctionnelle de la conscience en l'assimilant en première approximation à l'espace et en particulier aux vibrations de l'espace, aux vibrations infinitésimales de l'espace. Et donc là, après, on décline à partir de ces vibrations de l'espace à 3 dimensions, dans une 4e, donc, on décline les différents pôles de la conscience, donc puisqu'on peut décrire à partir de là un centre énergétique, la conscience, le conscient par rapport à l'inconscient, donc grande amplitude par rapport à petite amplitude, et si on décrit en termes d'information un champ de conscience, on va avoir besoin d'informations spatiales et d'informations vibratoires. Les informations vibratoires sont ce que j'appelle l'émotionnel, et les informations spatiales sont ce que j'appelle le mental. D'accord, ça c'était une question de Adeline. Donc. Mais cette définition est insuffisante, parce que là on rentre dans une... elle est insuffisante parce que je n'explique pas pourquoi la conscience est consciente. Et là, il faudrait demander à Franck Hatem, par exemple. Quelqu'un m'a envoyé un lien récemment sur une conférence de Franck Hatem qui est très intéressant sur sa part, lorsqu'il parle de métaphysique. Mais attention, lorsqu'il parle de physique, là, on rentre dans... Bon, je ne dirai rien. C'est plus spéculatif. Lorsqu'il parle de métaphysique, il dit des choses très intéressantes. Et j'ai été surpris de voir que dans une conférence que quelqu'un a mis sur ma page Facebook il n'y a pas longtemps, que Franck Hatem dit que la conscience, c'est l'espace. On est d'accord. D'accord, donc là ça se rejoint. Et que le temps, c'est l'amour. On est d'accord aussi d'ailleurs. Ça c'est joli, là on est dans la poésie là après. Voilà, non mais je lui donne un petit coup de... Là, je suis d'accord avec le Franck Hatem, le métaphysicien, pas le physicien, attention. Hein. Attention. Mais le métaphysicien, très bien. Alors, Véronique nous demande pourquoi tu dois ajouter 6 dimensions. Comment est-ce que tu justifies est-ce que tu l'as expliqué tout à l'heure, mais est-ce que tu peux redire pourquoi tu ajoutes 6 dimensions finalement à notre espace? J'ajoute 6 dimensions. Alors déjà, il y a des raisons mathématiques à ça. La théorie des cordes ajoute 6 dimensions. Bon, ok. Alors moi, j'ajoute 6 dimensions parce que tout le problème vient du principe d'incertitude d'Heisenberg. Et le principe d'incertitude, c'est une incertitude sur la position et la vitesse des particules. Il dit qu'on ne peut pas connaître simultanément l'un et l'autre, c'est ça que dit. Voilà, et les deux, la position et la vitesse des particules sont entremêlées dans leur incertitude à travers une relation d'Heisenberg. Voilà. Et donc, si on considère ces incertitudes-là, il y en a 6. Il y a 6... il y a delta x, delta y, delta z, et puis les 3 incertitudes sur la vitesse ou l'impulsion. D'accord ? Donc ça, c'est les raisons mathématiques. Et voilà, donc il y a 6 incertitudes, et ces 6 incertitudes sont indépendantes. Donc si on veut les décrire, puisque ce sont des dimensions indépendantes à chaque fois. Donc si on veut les décrire, on a besoin de 6 degrés de liberté. Voilà la raison pour laquelle on a... Voilà, et donc 6 degrés de liberté supplémentaires. Si la conscience en utilise 3, donc il y a la place pour 2 couches, et c'est très juste parce que on a besoin que la ligne du moi soit une ligne intermédiaire entre la ligne du soi et la ligne physique, l'anima, notre réalité. Voilà, l'espace-temps décrit par les physiciens, c'est ce que j'appelle l'anima, conscience produite par le cerveau. Elle est tirée par un soi. Alors si on n'est pas connecté, attention, elle est tirée par un soi qui lui est dans la 3e couche, et ça donne, le résultat des deux donne la ligne du moi, qui est c'est-à-dire notre conscience. Notre conscience, c'est le résultat d'une anima, d'une conscience mécanique tirée par une conscience spirituelle, le soi, dans une couche beaucoup moins, infiniment moins dense, où on commence à perdre un peu la forme des choses. Enfin, on perd pas la forme, la forme physique, mais on perd l'échelle moléculaire. Et le soi et le moi forment l'âme, en fait. Hein, le soi et le moi forment l'âme. Voilà. Les deux forment l'âme.
on a une question qui, justement, les gens sont un peu choqués éventuellement sur le fait que le futur peut changer sous l'influence de nos intentions, ce qui est relativement acceptable, mais le fait que le passé change aussi. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Parce que on a un grand mathématicien, Alain Kohn, qui a en quelque sorte accrédité aussi cette idée que finalement le passé lui-même n'était pas quelque chose de figé. Alors ça, c'est presque plus choquant que de parler du futur comme quelque chose qui n'est pas figé. Dans La Route du Temps, j'explique que j'ai peut-être changé lors de ma naissance. Alors pourquoi, comment? Parce que toute la ligne temporelle bouge, c'est ça? En fait, on peut changer des choses qui sont imperceptibles, ou alors on peut changer. Bon, j'ai pas étudié énormément. Les changements du passé, à mon avis, plus le passé est proche et plus ils sont peau de chagrin ou infinitésimal. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, si on veut préserver le déterminisme, c'est le fondement de la science, si le futur change, il faut que le passé change. Et inversement. D'accord? Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que justement, alors je vais en profiter pour parler d'un des aspects de la théorie de la double causalité qui explique parfaitement l'évolution des espèces. C'est l'intention collective qui, à mon avis, génère la nouvelle forme évolutive. Et cette forme évolutive, elle est créée dans le futur et elle est mémorisée dans le passé. En fait, la réalité n'évolue pas du passé vers le futur, la réalité évolue du futur vers le passé. Nous créons collectivement notre futur et notre futur, c'est un petit peu comme un entonnoir, dans un vaste entonnoir, et à l'intérieur duquel il y a quand même la ligne bien déterminée du futur à un moment donné, mais elle bouge tout le temps. Et notre passé, c'est la mémoire de la création, et il continue de bouger puisque notre futur bouge, sauf qu'il bouge beaucoup moins. Et forcément, dans notre passé proche, il bouge pas beaucoup, ou très peu. Par contre, dans notre passé lointain, je parle de milliards d'années, là, il pourrait bouger beaucoup plus, et ça expliquerait la matière noire. Ah, comment? Ça expliquerait clairement la matière noire. Parce que la matière noire serait due au fait que la lumière qui est émise il y a plusieurs milliards d'années, même ça peut être plus proche, par des étoiles, si le passé a changé, elle ne peut plus être absorbée par la Terre. C'est-à-dire la lumière qui a été émise dans notre direction, qui normalement aurait dû être reçue par la Terre, si le passé a changé, donc elle est plus émise sous le même angle, et donc elle va plus être reçue par la Terre. Par contre, c'est celle qui se retrouve sous le bon angle qui va être émise par la Terre, mais comme le passé a bougé, elle n'a pas encore le temps, la nouvelle lumière qui l'a remplacée n'a pas encore eu le temps d'arriver à la Terre. Ce qui explique pourquoi des étoiles massives, même des constellations massives, là où leur passé change le plus, elles deviennent noires alors qu'elles continuent d'émettre de la lumière, mais cette lumière n'a pas eu le temps d'arriver. Voilà. D'accord, donc ça explique la matière noire. Oui, ça explique la matière noire. Ça explique de manière qualitative, je précise. Si je voulais publier ça, il faudrait que je le démontre ou que je donne des arguments quantitatifs, et là, je les ai pas. Il faudrait faire des calculs assez épouvantables. Je ne suis pas astrophysicien, donc moi, je lance cette idée, je mets cette idée dans la nature, et celui qui se sent capable de montrer ça le fera. Mais moi, alors, il faut rappeler que la matière noire est censée constituer un grand pourcentage de l'univers selon les calculs actuels. C'est combien à peu près? C'est 75%. Non, ça c'est la matière noire. Ça, c'est 95%. 95% de l'univers serait constitué de matière noire? Parce qu'il y a l'énergie sombre et il y a la matière noire. Les deux, en fait, forment plus de 96%. Les deux font 96% de l'univers, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bon, je me rappelle plus exactement le taux. C'est pour dire que c'est colossal, quoi. Oui, c'est colossal. Pierre Duret nous pose une autre question sur quelle est l'identité finalement de l'individu. Avec ce modèle où on a les couches de l'esprit, du soi, du moi, de l'anima, quelle est la véritable identité finalement de la personne? Ah oui, alors pour tout à l'heure j'ai oublié de dire, pour faire évoluer l'espace-temps, on utilise un réseau de neurones, et ce réseau de neurones, en fait, il impliquerait que le soi envoie plusieurs émanations de moi dans l'espace-temps. C'est-à-dire que
je suis relié à un soi qui lui-même peut être relié à plusieurs moi qu'on va appeler mes incarnations précédentes. Mais ça n'a pas besoin d'être moi, vraiment, ces personnes avec lesquelles qui ont vécu dans mon passé, avec lesquelles je suis relié par mon soi et qui correspondent à mes incarnations antérieures, c'est pas forcément moi, puisque moi, je suis même pas, j'existe pas, moi. Ça, c'est l'image 15, hein. Soi. C'est Voilà. l'image 15, je crois, Philippe, c'est ça? Peut-être qu'on peut la voir. Oui, c'est l'image 15. D'accord. Donc, sur l'image 15, j'exprime le fait que notre soi peut être relié à plusieurs moi dans l'espace-temps, ce qui explique la théorie de la réincarnation. Alors, en réalité, ce ne seraient pas des réincarnations, mais des incarnations simultanées. Maintenant, il est possible d'envisager une véritable réincarnation, ça c'est une option qu'on envisage dans le livre, dans le cas où le moi, après la mort, ne peut pas, pour une raison ou pour une autre, rejoindre le soi, et dans ce cas-là, il pourrait éventuellement lui être proposé de se réincarner, mais à mon avis, ce n'est pas la situation normale. La situation normale est la fusion avec le soi. Dans ce cas-là, on ne se réincarne pas. Alors, je sais pas si on voit le haut, je sais pas si on voit le haut de l'image 15 avec le cerveau virtuel global qui se trouve tout en haut et qui est hors espace-temps et qui effectivement est relié finalement à plusieurs soi. Voilà, les ronds verts ce sont les soi et les ronds rouges ce sont. Il faut descendre un peu l'image. Il faudrait descendre un peu l'image encore. Voilà. Voilà, je pense qu'on l'a là. Les ronds verts ce sont les soi, les ronds rouges ce sont les moi. Donc ce qu'on considère comme étant nos incarnations passées, en réalité ce sont probablement pas, à mon sens, des incarnations vécues par le moi. Ce sont des incarnations du soi simultanées. Et donc, on ne se réincarne pas. On ne peut toutefois pas éliminer l'option que le moi, effectivement, s'il ne rejoint pas le soi, se réincarne. Dans ce cas-là, il y aurait à la fois des réincarnations, moi j'y crois pas trop, mais c'est possible, et des incarnations simultanées. Et ça serait difficile de faire le tri entre les deux. Ce qu'on peut peut-être dire, Philippe, c'est qu'un moi qui n'est pas relié au soi, finalement, il laisse libre cours à l'ego. Voilà. On est sur la notion d'identité. On est sur la notion d'identité. Donc le but, c'est vraiment de se relier au soi, au sens de Jung, hein, finalement, parce que dans le livre, tu utilises le terme de soi au sens que lui donnait Jung aussi. Jung, c'est Jung, l'auteur du concept de synchronicité, du concept de soi, et je ne pouvais que rejoindre Jung. Je ne vais pas réinventer des mots là, ils sont si bien exprimés par leurs auteurs. Alors, synchronicité, on n'en a pas parlé non plus, parce que ça, c'est pareil, c'est au cœur de la théorie de la double causalité, pour le coup. Oui, les synchronicités, bon, ben, j'en avais parlé dans la roue du temps, sont dues au fait que nos intentions créent dans notre futur des effets, donc des nouvelles, elles excitent le vide, donc, elles déplacent nos lignes temporelles dans le futur, et ceci a pour conséquence des effets dans le présent, c'est-à-dire que ce nouveau futur crée un pont avec le présent dans la mesure où à un moment donné, on peut très bien. Alors voilà, ça c'est pour l'expliquer. Il faut qu'on comprenne que la couche du moi étant tirée par l'anima, elle est obligée de fonctionner de manière causale. Donc ça, c'est le mental. Par contre, la couche du soi, elle est en dehors de l'espace-temps, donc elle fonctionne de manière non causale. C'est-à-dire, nos intentions, ce ne sont pas nos intentions à nous, ce sont les intentions de notre soi. C'est lorsque qu'on connecte à notre soi qu'on fait entrer une information sur qui on est, et en même temps, on fait entrer une information sur ce qu'on veut faire, lorsqu'on se connecte au soi. Et à ce moment-là, l'action du soi, elle est non causale, c'est-à-dire que le soi, lui, il est capable de créer directement notre futur. En fait, c'est sa ligne temporelle à laquelle on se relie. Parce que le soi, il a sa ligne temporelle indépendante de la nôtre. Mais en se reliant à sa ligne temporelle, la connexion permet de l'injecter dans la nôtre, et c'est ça qui crée des ponts, c'est-à-dire des influences non causales du futur vers le présent, et donc des hasards dont la probabilité est augmentée de manière anormale parce que c'est le futur qui crée ces hasards et non pas le présent. Voilà. Des hasards qui n'en sont pas, donc qui ne sont pas des hasards qui n'en sont pas.
qui sont comme des signes que nous envoie notre futur déjà réalisé Voilà. pour nous conforter sur la voie sur laquelle nous sommes engagés, en quelque sorte. Voilà. On peut illustrer ça avec la figure 17, peut-être ce que tu appelles la télécommande de l'espace-temps, et qui montre comment mettre en œuvre justement cette connexion au soi et comment provoquer des synchronicités dans sa vie, hein, et ça rejoint aussi ce qu'on appelle dans le New Age la loi d'attraction, qui est quelque chose de très piégeux, hein, avec lequel il faut prendre beaucoup de précautions. Aussi la loi de la répulsion. Hein. Oui, voilà, il y a la loi d'attraction, la loi de la répulsion. Il y a la loi de l'attraction, je suis d'accord, il y a une loi de l'attraction, ok, on est d'accord, mais ne pas oublier la loi de la loi de l'attraction, c'est tout simplement la loi qui fait que l'entropie diminue dans le sens inverse du temps. C'est-à-dire dans le sens réel de la création. Alors l'entropie, c'est un concept qu'il faut expliciter, Philippe. Ah oui, l'entropie, c'est la mesure du désordre d'un système. Voilà. Et les physiciens disent que l'entropie ne peut qu'augmenter dans le sens du futur. Donc là, ça veut dire que si on va laisser tomber ce terme-là, voilà, pour parler des choses plus psychologiques. Alors on a l'image de la figure 17. Tu peux la commenter? Pour se relier au soi, on a trois problèmes, trois difficultés. C'est que les trois centres de la conscience, que sont le mental inférieur, l'émotionnel inférieur et l'ego, le moi, hein, ont tendance à nous emprisonner. C'est-à-dire le mental nous emprisonne dans les pièges du mental, c'est-à-dire on ne peut pas s'empêcher d'anticiper notre futur, de tout prévoir, de tout planifier, de ressasser des situations, etc., etc. Et ça, si on n'en sort pas, on fonctionne comme une machine, et dans ce cas-là, la connexion est impossible. Pour en sortir, il faut lâcher prise. Deuxième prison, c'est la prison de l'émotionnel. On fonctionne avec un paquet d'implants psychiques, on a peur de ceci, la société, tout ça, c'est la société, hein, qui nous piège le mental, mais c'est surtout la société nous piège surtout l'émotionnel. On a peur de ceci, nos peurs, ce qu'il ne faut pas, le jugement, tout ça nous a été induit par le milieu social, crée des implants psychiques, émotionnels, qui agissent comme une prison, qui nous prive de liberté. Et donc, pour sortir de ça, il faut cultiver la confiance en soi et arrêter de fonctionner avec des préceptes extérieurs. Donc, il faut développer la confiance. La confiance, c'est la confiance en soi. Il faut arrêter de fonctionner avec tout ce que la société nous inculque, tout le conditionnement social. Et la troisième prison, c'est la prison de l'ego. C'est-à-dire, il faut arrêter de croire que nous sommes notre conscience. Nous ne sommes pas notre conscience. Notre véritable identité, c'est notre soi. Notre conscience, quand elle meurt, elle meurt. Il faut arrêter de s'identifier à notre vie, à notre corps, à l'image que nous donne la société. Ce n'est pas nous. Nous sommes dans un véhicule. Le pilote d'un véhicule ne s'identifie pas à son véhicule. Il le sait qu'il est dans un véhicule. Et il serait temps qu'on apprenne à savoir que nous sommes dans un véhicule. Notre corps est un véhicule. Et même la conscience que nous avons est tellement conditionnée par ce véhicule que on se prend pour nous-mêmes. Et ça, et l'absence de connexion en soi dégénère en ego, et ceci dégénère en ego. Et pour sortir de ce piège-là, parce qu'on retombe encore à l'état de machine, en fonctionnant avec son ego, eh ben, il faut se détacher, cultiver le détachement, c'est-à-dire accepter de changer, de faire des choses qui ne sont pas nous-mêmes, qu'on ne veut pas faire parce que ça n'est pas nous-mêmes. Voilà. Si on arrive à sortir de ces trois prisons, automatiquement, on est connecté au soi, automatiquement on est joyeux, automatiquement on est heureux, et le bonheur, il est là. Quoi. C'est tout. Le bonheur, c'est le chemin. Alors, on arrive à des choses simples, finalement. Des choses très simples. Pourquoi c'est possible? Voilà. Et ce bonheur, il a... Non, mais là, je fais un truc simple pour que tout ceci arrive à bien se résumer. Et fonctionnel, il y a trois centres, donc il y a trois prisons, etc. Et il y a trois connexions. Donc, si on a une prison, si on est dans une prison, aucune des connexions peut arriver. Si on est libéré des trois prisons, là, une des trois connexions va être privilégiée. Et les trois connexions, c'est soit l'intuition, si la connexion est mentale, la foi, si la connexion est émotionnelle,
et le don de soi, l'amour ou la joie, si la connexion elle est énergétique, c'est-à-dire si c'est la connexion directe de la conscience. Donc là, c'est la joie. Je pense que l'esprit, il est derrière le soi. C'est-à-dire l'esprit, il est beaucoup L'esprit est moins... encore au-dessus, hein. Il est encore au-dessus, il est hors espace-temps. Une Bon, non, là, j'allais parler d'un sujet un peu... Mais l'esprit, il va être dans l'ombre du soi. Mhm. Le soi, faut quand même pas oublier que c'est quand même encore un conditionnement, finalement. C'est, nous sommes véritablement nous-mêmes lorsque nous sommes au niveau de notre soi. C'est ce que nous allons rejoindre. Le soi, il habite notre future maison, qui va être nettement plus... dans laquelle on va vivre peut-être pendant des millénaires, j'en sais rien, mais c'est possible. Mais lui-même, il a une vie dans un monde non dense où tout est possible. Il navigue par la pensée. Hein. C'est un truc qu'il ne faut pas oublier de dire aussi. Dans le multivers quantique, on navigue par la pensée. C'est-à-dire que on n'est plus dans une matérialité. Le soi, il a sa vie. Hein. Il a ses copains. Il a une vie qui est très analogue à celle qu'on a sur Terre, sauf que là-bas, on navigue par la pensée. Voilà, c'est la seule grosse différence. Et puis c'est tout simplement l'excitation du vide par la conscience qui fait que voilà, on peut même simuler de manière informatique cette histoire-là avec des bibliothèques, des fichiers, etc. Bon, c'est encore un conditionnement. Le soi, il a sa vie, c'est encore un conditionnement. Et lui, pour bien mener sa vie, il a besoin d'être relié à un niveau supérieur. Et le niveau supérieur, c'est le niveau où la forme disparaît. Donc c'est le niveau de l'esprit, c'est-à-dire où la forme spécifique à un espace-temps, à une réalité physique disparaît. C'est-à-dire qu'on va dire que nous, notre réalité physique quadridimensionnelle, elle est conçue dans le plan du soi qui, lui, fait tous les projets concernant l'évolution de notre réalité. Et lorsque nous sommes nous-mêmes, reliés à nous-mêmes, nous sommes heureux parce que nous réalisons notre mission sur Terre. Ou notre apprentissage. On n'a pas forcément une mission, ça peut être un apprentissage aussi. Tu peux répondre au passage à la question sur le sens de l'incarnation. Voilà, donc il y a à mon avis deux sens. Mais enfin, on va pas creuser. Et le soi, lui, sa mission, c'est de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que tous ces moi, toutes ces émanations dans notre réalité, réalisent leur mission correctement. Et donc, pour ça, il a une vie qui est un petit peu difficile à imaginer et il a besoin d'être relié à l'esprit qui, lui, est en dehors de l'espace-temps. Et le soi ressent l'esprit comme une liaison au soi, mais nous ressentons l'esprit forcément comme quelque chose qui est derrière le soi, dans l'ombre du soi. Et mais on peut imaginer des niveaux supérieurs. On peut imaginer des niveaux supérieurs et on peut imaginer que même des personnes qui sont dans un état extatique se rendent compte de ça. Mais je pense qu'il existe des traditions qui connaissent cette chose-là. Et une chose, c'est que ce qu'on appelle le soi, c'est ce qu'on appelle l'étage des dieux. Le soi, l'étage du soi, c'est l'étage des dieux. C'est tout ce qu'on a construit, c'est tout ce que l'humanité a construit comme archétype correspondant à ce qu'on appelle des dieux. Voilà, ce ne sont pas des dieux, ce sont des entités qui sont nous-mêmes dans le futur. Nous-mêmes dans le futur, ça veut dire nous-mêmes dans l'étage du soi. D'accord. Et on peut remonter jusqu'à une notion d'absolu qui, là, correspond à l'idée de Dieu qu'on a dans certaines religions, pour le coup. Et là, on retrouve toutes les problématiques concernant Dieu, parce qu'il ne faut pas confondre le vrai Dieu qui est au sommet de la hiérarchie, et encore bien au-dessus de l'esprit, aux dieux qui sont dans l'étage du soi. Et ces dieux-là peuvent tenter d'influencer la ligne temporelle de la Terre d'une manière qui n'est pas forcément convenable. Alors la finalité, le sens. On ne va pas rentrer dans. Ouais, mais le sens de l'incarnation, est-ce que c'est quoi, de réaliser le soi? Est-ce que le soi est la finalité? Oui, le sens de on va retrouver le soi. Hein. Donc le sens de l'incarnation, c'est de réaliser le programme du soi. Que ce soit un programme de mission ou d'apprentissage, parce que je pense que l'essentiel de la raison d'être sur Terre, telle que la Terre est configurée, je pense que c'est de l'apprentissage. C'est ce que nous disent beaucoup de traditions spirituelles, pour le coup. Hein. On vient apprendre des choses qu'on n'a pas apprises avant.
pour réaliser un programme donc qui correspond au programme du soi, mais qui lui-même est relié à une volonté supérieure qui est celle de l'esprit. Voilà, et le programme de l'esprit, lui, c'est de... Alors, tout autant le programme du soi est de s'occuper d'une réalité physique bien déterminée, de manière à la faire évoluer dans le temps, autant dans le temps illusoire, là, hein, lui, il est dans son temps réel, et il cherche à faire évoluer la ligne temporelle de la Terre, et notamment, et au passage, à ce que ces mois apprennent bien, puisque ces mois, ça va devenir lui. Il ne faut pas oublier que les mois fusionnent avec le soi. Donc le soi, il apprend autant de nous que nous, on apprend de lui, puisqu'il nous récupère. Il y a un système d'apprentissage qui marche dans les deux sens finalement. Oui, le soi nous récupère. D'accord. Donc c'est peut-être pour ça que la réincarnation serait réelle, et non pas seulement les incarnations successives, parce que le soi peut éventuellement refuser un moi. Bon, j'en sais rien, mais bon. Bon, mais non, mais ce que je voulais dire, c'est l'esprit, lui. L'esprit, lui, en dehors de l'espace-temps. Et il laisse au soi s'occuper, à un de ses soi s'occuper de cet espace-temps-là. Ça veut dire que lui, l'esprit, il a d'autres soi dans d'autres réalités. Simultanément. Simultanément. Ça peut être d'autres planètes, d'autres systèmes stellaires, d'autres... voilà. L'esprit, lui... Là, bon, là, il faut pas que j'exagère en faisant preuve d'imagination exacerbée, mais je vais me contenter d'abstraire les choses. C'était possible. Je vais me contenter d'abstraire les choses en disant que l'esprit, a priori, lui, va contribuer à façonner plusieurs réalités distinctes sur des planètes différentes, a priori, ou des systèmes... galactique, non pas galactique, là ce serait peut-être l'étage au-dessus, des systèmes stellaires différents, et l'étage au-dessus, galactique, etc., etc., jusqu'à ce qu'on appelle Dieu, où à force de diviser, de diminuer l'information, de diviser la densité physique, la densité de l'information, ce qui est compensé par le fait que la temporalité est dilatée, c'est-à-dire la conscience, elle traite toujours la même information, mais dans chaque étage, la conscience traite une information spatiale beaucoup moindre, mais une information temporelle dilatée. Ce qui fait toute la différence entre la vie du soi et la vie du moi. C'est-à-dire que le soi, pour lui, notre vie, ça va peut-être être quelques heures, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Et donc, à force de diviser la densité de l'information... Oui, et donc à force de diviser l'information, on arrive à un nombre de densités forcément fini, puisque après on arrive à 0. Et donc, l'étage de Dieu, ça peut être, je sais pas, le 7e, le 22e, j'en sais rien. Je dis ça comme ça. Oui, là, on n'a pas le moyen. Dieu est de densité 0, c'est-à-dire que Dieu, c'est le néant. C'est le néant et absolu à la fois. Néant est celui qui contient tout, c'est-à-dire qu'il a la temporalité maximale qui lui permet de contenir tout l'univers. Dieu, c'est à la fois tout et le néant. Et ce qui est bien, c'est que avec un réseau de neurones et un raisonnement logique et mathématique, on peut prescrire des maths là-dessus, on retrouve cette définition, on retrouve les propriétés de Dieu, la propriété de Dieu qui est d'être à la fois le néant et le tout. Donc, comme le dit... Le tout grâce à la temporalité maximale et le néant grâce à la densité minimale. Voilà, donc ce système hiérarchique, ce réseau de neurones que tu proposes, hein, Élise nous demande si on peut considérer que notre conscience individuelle est un élément d'une grande conscience et donc de Dieu, à travers ces différents niveaux, on peut dire que c'est le cas, bien sûr. Hein. Bah, la conséquence de ça, c'est que nous sommes tous la même conscience qui se divise à profusion dans différents étages, etc., à différents niveaux. Maintenant, il y a des étages et peut-être des sous-étages aussi. Bon, on peut dire ce qu'on veut. Mais nous sommes tous Dieu et nous sommes tous voués à devenir Dieu ou à avoir sa situation un jour. Et puis après, à décider peut-être de retourner dans la matière, j'en sais rien. Mais nous sommes tous voués à vivre, parce qu'à force de remonter, on va arriver au sommet, on va se retrouver dans la position de Dieu. Absolument. Mais tu peux nous dire quelques mots des travaux que tu envisages de faire bientôt? Ah oui, alors j'ai parlé tout à l'heure de mes travaux sur le billard, ça c'est mes travaux théoriques, mais j'ai aussi des travaux pratiques, expérimentaux,
j'essaye de mettre en évidence l'influence du futur sur le présent par des moyens informatiques et par Donc deux là, types de moyens. il s'agit de tester la théorie de la double causalité, véritablement. Voilà, de la mettre en œuvre dans la réalité, Mhm. et notamment sur le web. Alors sur le web par deux moyens. Je travaille avec une société qui fait du web marketing et qui s'intéresse à capter l'intention des internautes. L'intention des internautes de manière à essayer de deviner ce qu'ils vont acheter, de deviner, etc., etc. C'est même le projet de Google que de faire un moteur de recherche qui va deviner le plus possible ce que la personne cherche. D'accord? Et donc, je travaille avec des gens qui sont dans ce secteur-là, que ce soit la publicité ou même directement les moteurs de recherche. Et on a un projet de mettre en place la double causalité dans ce secteur. Et on a commencé à faire des expériences qui ont fonctionné. Sauf que il est difficile de séparer il y a plusieurs interprétations qui sont possibles et on n'est pas encore pour aboutir à la preuve que l'intention de l'internaute peut l'amener à tomber par hasard sur ce qu'il cherche beaucoup plus souvent que le hasard ne le permettrait. D'accord? Alors comme je suis arrivé qualitativement à des résultats très intéressants qui ont fait que d'ailleurs je continue aujourd'hui à travailler avec ces gens-là. Et donc on est en train de je suis en train d'officialiser cette recherche avec eux à travers un contrat CNRS et l'embauche d'un ingénieur normalement qui devrait se faire à la rentrée qui va m'aider à travailler là-dessus parce qu'on a quand même du mal à faire des interfaces. Et parallèlement à ça, pour aller plus vite et pour essayer de dépendre moins de tout un enfer de techniques concernant sur le web marketing, moi j'ai monté une expérience sur le web l'année dernière qui a donné des résultats. Donc là, c'est avec vous, les internautes, donc qui a donné des résultats qui sont décrits dans le livre, et des résultats extrêmement intéressants. Des résultats tout à fait probants sur, bon là, on va pas rentrer dans le détail, enfin, disons qu'en gros, je teste différents types de hasards, des hasards un hasard qui est sensible au futur et un hasard qui est insensible au futur. Bon. Voilà, enfin, en gros. D'accord, sensible à l'intention de reprendre ces expériences. Voilà, j'ai l'impression cette expérience sur le web, j'ai l'intention de la reprendre. Je l'ai interrompue en janvier 2015 parce que j'avais des problèmes techniques du fait qu'il y avait trop de monde. Aussi le changement d'année que j'ai mal géré. Et il faut que je m'y remette aussi. J'ai un problème avec la gestion des envois d'emails. Donc quand il commence à y avoir du monde, c'est un peu embarrassant. Donc c'est juste des petits problèmes techniques, des petits réglages en fait, mais on voit que c'est tout ce dont on a parlé ce soir, ça repose quand même sur du concret, sur des choses tangibles, y compris avec une application du CNRS. Ça c'est quand même assez fascinant parce que on parle de choses qui peuvent sembler extraordinaires, voire fumeuses hein, pour certains, mais on est quand même dans la vraie science et c'est ça qui est tout à fait rassurant aussi en même temps. Et absolument passionnant, quoi. Moi, je dois dire que, juste pour conclure, Philippe, parce qu'on va terminer cette émission qui a été très dense en informations pour le coup. Moi, je dois dire que cette collaboration avec toi sur ce livre, donc La physique de la conscience, c'est une sorte de rêve de journaliste scientifique, hein, parce que évidemment, c'est un rêve de rencontrer un journaliste scientifique. C'est un plaisir. Voilà, c'est une collaboration. Voilà. Idéal des deux côtés parce qu'il y a une vraie rencontre, mais moi je suis fasciné par le fait qu'on est vraiment dans la science dure, dans la physique classique, la physique quantique, donc ça c'est tout à fait fascinant et j'encourage les gens à ne pas être impressionnés par tout ce qui a été dit ce soir éventuellement qui peut paraître parfois complexe. Dans le livre on a fait un travail avec beaucoup d'allers-retours entre nous pour justement simplifier au maximum les choses et ça s'adresse vraiment à tout le monde, ça s'adresse vraiment au grand public parce qu'il y a des implications, bien entendu, on l'a dit au niveau social, au niveau collectif, qui sont absolument majeures et ça concerne absolument chacun d'entre nous. Hein. Donc Philippe, si tu veux dire un mot de conclusion et puis sinon on va remercier tous les internautes qui nous ont suivis ce soir. Alors, comme on n'a pas eu le temps d'aborder plein de choses, mais notamment la dernière partie du livre, notamment je parle du fait que je pense que la France est un pays très bien placé
pour héberger le nouveau paradigme. C'est qui est basé sur le fait que il faut bien comprendre que notre monde actuel, il va à sa perte parce que on s'est gouré sur trois énormes choses, trois énormes erreurs. On s'est gouré sur le darwinisme, donc qui a induit la loi du plus fort, l'esprit de compétition, le capitalisme, etc. On s'est gouré sur la conscience produit du cerveau. Non, c'est complètement faux. Le problème, c'est que c'est en train d'induire le transhumanisme. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Ça ferait l'objet d'une émission à part entière. Ça. Et on s'est gouré sur... Il y a une troisième chose. Bon, j'ai un trou, mais on s'est gouré sur trois choses qui font qu'on est dans une société mécaniste qui va à sa perte, on va dans le mur et ça commence à se voir. Et que si on veut éviter ça, il faut absolument qu'il y ait une prise de conscience collective de plus en plus massive, que nous ne sommes pas des êtres matériels, notre identité, elle est essentiellement spirituelle, et nous construisons notre réalité collectivement par la conscience et par la connexion au soi, par la connexion avec notre identité réelle. Et ça, c'est extrêmement important. Et voilà, et je pense qu'en France, on le voit, hein, il y a plein de gens, bon, je ne vais pas citer les noms, qui sont dans cette dynamique-là, dont Baglis évidemment, et plein d'autres. Et je pense que la France est très bien placée pour encaisser le gros bordel qu'on va se prendre à cause de la fin du libéralisme, mais aussi les problèmes climatiques et compagnie, je pense. Et j'espère que en France, on va avoir l'émergence en particulier en France, parce que la France, c'est vraiment le pays de Descartes, et Descartes qui n'était pas cartésien. Hein. Tous les grands philosophes et les grands physiciens avaient quand même presque tous le lien avec la spiritualité, qui n'était pas avoué, mais qui doit absolument revenir, et il faut informer et apprendre dans les écoles que nous avons un lien avec une identité réelle. Et là, à ce moment-là, les gens vont cesser de faire des conneries, aussi quand ils vont apprendre que l'au-delà, c'est pas des conneries, et que notre vie, elle est ailleurs, quoi. Donc il faut développer tout ça. Il y a plein de choses, hein, sur les expériences de mort imminente. Maintenant, on commence à avoir plein de publications dans le domaine clinique, etc., etc. Je ne vais pas tout citer, mais tout converge vers l'évidence de tout ce que je viens de dire. Et voilà. La fin du modèle matérialiste. Voilà. La fin du modèle matérialiste, le changement de perspective, le changement de paradigme dans lequel, dont on est à l'aube. En fait, on est à l'aube de ce changement, mais ça annonce des bouleversements énormes. Voilà. Un grand merci, Philippe. Il faut rester optimiste, et il y a lieu, au contraire. C'est un message d'optimisme. C'est un message d'optimisme, parce que face à ce mur qui déprime plein de gens se retrouvent au chômage, et ben il y a un immense espoir grâce à cette perspective. Absolument. Un grand merci, Philippe, d'y contribuer de manière si brillante. On vous remercie, chers internautes, de nous avoir suivis ce soir. Et on espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle émission. À très bientôt. Merci. Au revoir.